Votre présence est discrète, votre impact est concret. Centraide aide 225 organismes. À l'engrenage, on travaille vraiment dans une perspective de transition sociale et écologique. Fait qu'on inscrit notre action dans ce monde-là à construire sur des nouvelles bases à partir de... Tu sais, je le dis pas un sanglot dans la voix là, quand je parle de changer notre... C'est beau ce qu'on a à vivre ensemble, puis les changements qu'on a à faire maintenant sont porteurs, sont positifs, beaucoup plus que les sacrifices qu'on va devoir faire si on fait rien et que certaines personnes font déjà. Dans On cause sociale, nous abordons des enjeux cruciaux qui touchent le quotidien de nos communautés. Ensemble, nous découvrons des expertises et des expériences qui nous en apprennent un peu plus sur les inégalités sociales. Vous découvrirez ici des histoires inspirantes pour initier un changement durable dans la réduction de la pauvreté et de l'exclusion. Je m'appelle Isabelle Genet. Merci de causer avec nous. Les changements climatiques sont parmi les plus grands défis actuels et futurs de l'humanité. Le nombre d'épisodes de chaleur accablante augmente, les inondations aussi, les périodes de sécheresse sont en hausse, puis les conséquences des changements climatiques, ils sont vécus par tout le monde. On les sent tous, on les sent toutes. Pourtant, les populations vulnérables sont particulièrement susceptibles de subir les pires impacts de ces changements-là. C'est une inégalité qui s'ajoute aux inégalités sociales déjà présentes chez les populations vulnérables. Le statu quo, il n'est plus tenable. Il n'est pas acceptable, puis il n'est pas responsable. Puis s'y attaquer, c'est une question de justice climatique. Pour en causer aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir Stéphane Langevin, qui est architecte et associé principal chez STGM Architecture. Bonjour Stéphane, merci d'être là. Ça fait plaisir. Et Marie-Noëlle Bélan, directrice générale de l'organisme Engrenage Saint-Roch, qui est associée à Centraide. Bonjour Marie-Noëlle, merci. Ça fait plaisir. On a l'habitude de commencer l'émission tout simplement en laissant parler nos invités. Je trouve ça bien pour débuter, puis je me disais, on va commencer par Marie-Noëlle. Si tu nous résumes un peu ton parcours, depuis quand tu travailles dans le monde communautaire, en quelques mots, c'est quoi la mission de l'Engrenage Saint-Roch? Fais-nous un petit topo. OK. D'abord, je dirais que depuis les 20 dernières années, autant dans ma vie professionnelle que dans mes implications sociales, j'ai cherché à agir à plein d'échelles, autant hyper locales qu'internationales, pour plus de justice sociale et de solidarité. J'ai été autant en solidarité internationale, autant des grandes mobilisations contre la guerre en Irak. J'ai travaillé aussi à Atoulir, un organisme en alphabétisation dans Saint-Sauveur. J'ai travaillé au Collectif pour un Québec sans pauvreté, un organisme national de lutte à la pauvreté. J'ai eu un beau passage chez Centraide, donc notamment autour de la publication de l'avis sur les inégalités du plomb dans les ailes. Et puis maintenant, je suis à l'Engrenage Saint-Roch. La mission de l'Engrenage, c'est de soutenir la communauté, donc à la fois les gens qui habitent le quartier, les gens qui y travaillent, les gens qui fréquentent le quartier, dans leur volonté d'améliorer la qualité de vie dans Saint-Roch. C'est un quartier qui vit différents enjeux, puis on pense qu'en soutenant la communauté dans la réponse à ces défis-là, on sort gagnant. Alors, évidemment, on travaille toujours dans avec un souci constant des inégalités sociales, et puis on fait autant de l'aménagement, du verdissement, un travail sur la cohabitation, soutenir la participation citoyenne, c'est super diversifié. Puis j'ajouterais que c'est peut-être pas anodin si je travaille dans Saint-Roch. Je suis une fille de la basse-ville. Je viens de la campagne, mais en arrivant à Québec, c'est vraiment en basse-ville que j'ai trouvé mon chez-moi. Donc, je fais partie de cette communauté-là qu'on travaille à soutenir. Super, merci. Stéphane, j'ai une question assez similaire. Ton parcours, oui. Qu'est-ce que c'est? Puis comment plate, les enjeux climatiques aussi font partie de ton quotidien? Un peu plate, là, comparé au film. Moi, c'est un peu straight, là. C'est Cégep de Chicoutimi, Université à Québec, architecture. Je fais à peu près la même job depuis presque, je le dis-tu, une trentaine d'années environ. Je suis concepteur principal sur la majorité des projets sur lesquels je suis impliqué. J'ai toujours fait ça. Je suis associé principal chez STGM depuis presque la fondation, 2001-2002, autour de ça. Chez STGM, on a l'occasion d'être impliqué sur une foule de projets de toutes sortes. Des projets en transport, des projets en santé, des projets d'aménagement, des projets qui ont un impact important sur notre société. Puis avec les années, peut-être, une des préoccupations principales qu'on a, c'est vraiment de quelle manière le travail qu'on fait peut avoir un vrai impact sur les gens qui fréquentent nos projets, puis sur les communautés qui les utilisent, entre autres au niveau des projets de transport en commun, où on est vraiment
beaucoup impliqués. Donc, c'est les performances environnementales de nos projets, leur efficacité énergétique, toutes les préoccupations que les gens ont de plus en plus. Bien, chez nous, on les a depuis vraiment très, très, très longtemps. Je te dirais depuis la fondation de la ferme, il y a une 20aine d'années à peu près. OK. Puis quand on parle, je vais rester avec toi, Stéphane, parce que quand on parle des enjeux climatiques, là, il y a un sujet qu'on entend tout le temps, là, les îlots de chaleur. Oui. C'est mentionné tout le temps. Oui. C'est devenu un défi vraiment croissant. C'est quoi concrètement un îlot de chaleur? Puis en quoi ça influence là, la santé des gens là, qui vivent dans ces zones-là? Bien, un îlot de chaleur, c'est des éléments urbains qui accumulent la chaleur du soleil, puis qui la dégagent en soirée, qui l'accumulent pendant le jour, qui la dégagent en soirée. Fait que ça fait que ces zones-là sont toujours plus chaudes. Un exemple vraiment facile, aller sur un beau stationnement neuf en asphalte, toucher à l'asphalte, puis toucher à la ligne blanche. La ligne blanche est peut-être 10 degrés moins chaud que l'asphalte. Fait qu'un îlot de chaleur, c'est un peu ça. Donc, dépendamment du matériau que tu utilises, dépendamment de sa couleur, dépendamment de sa porosité, il va accumuler plus ou moins la chaleur. Et l'usage principalement de l'automobile, avec les années, a fait en sorte que nos milieux urbains sont très, très bétonnés, très, très asphaltés, très peu poreux, ou voire même pas pantoute. Donc, toutes les conditions sont réunies pour créer des îlots de chaleur dans les villes. C'est un peu ça. Je ne sais pas si mon explication est claire. Oui, c'est mais ça ressemble clair. à ça. Mais je vois Marie-Noël qui dit oui, Ben mais non, je veux rajouter. C'est plus comme, si jamais vous avez envie de vivre, c'est quoi un îlot de chaleur? Je vous propose un petit exercice. Donc, partez dans mon calme, descendez l'escalier des Franciscains ou bien l'escalier Victoria. Plus on descend en temps de canicule, plus on sent la chaleur puis l'air nous manquer. Puis quand on arrive dans le quartier Saint-Sauveur en bas, continuez à marcher, puis là, ça va être évident pour vous c'est quoi le sens du mot accablant. Parce qu'en gros, ben, quand on regarde la carte de la Basse-Ville, c'est un gros îlot de chaleur, à l'exception du parc Victoria puis de la falaise, là, qui sont Qui a des plein de îlots de végétation fraîcheur. aussi, C'est ben ça. oui, c'est ça. Fait que c'est vraiment là, un gros îlot de chaleur. Il y a aussi des poches significatives d'îlots de chaleur dans Vanier, Limoilou, Saint-Jean-Baptiste, Vieux-Québec. Il y en a partout aussi dans d'autres villes, dans d'autres secteurs de la ville, mais dans ce coin-là, c'est plus concentré. Puis d'ailleurs, ben, c'est des quartiers populaires, puis c'est pas anodin non plus. Non. Probablement même la canopée est moins grande dans ce quartier-là, comparativement à Limoilou, où déjà il y a une canopée quand même importante. Dans Saint-Sauveur, beaucoup moins. Oui. Puis justement, tu en parlais, là, qualité de l'air, qualité, tu sais, la différence entre les quartiers. Ça veut dire que dans la même ville, comme mettons Québec, si on prend Québec, là, entre la Haute-Ville et la Basse-Ville, là, tu nommais 2 escaliers, puis c'est vrai, là, quand tu descends en temps de canicule, tu vois une grande différence. On part avec déjà une inégalité face aux enjeux climatiques dépendant d'où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'on reste, juste par notre adresse. Il y a une inégalité qui se forme. Comment on peut aborder ces inégalités environnementales-là, s'assurer d'une meilleure santé de toute la population au travers de ça? Bien, oui, effectivement, entre les quartiers, il y a des distinctions. À la base, dans les quartiers où les revenus étaient historiquement plus élevés, bien, les terrains sont souvent plus grands, plus de place pour les arbres. Dans les quartiers populaires, le cadre bâti est différent, il y a moins d'arbres, ça fait une différence. Mais même à l'intérieur d'un quartier, il y a des inégalités aussi qui se vivent. Moi, j'habite la Basse-Ville, pourtant, je ne suis pas celle qui subit le plus les canicules. Je suis en bonne santé, l'endroit où j'habite est bien isolé, donc il y a des fenêtres pour aérer, j'ai un petit climatiseur dans une fenêtre, j'ai la possibilité de sortir du quartier aussi pour aller en camping dans le bois quand je suis tannée du centre-ville. Si on va dans une maison de chambre avec une petite chambre puis une seule fenêtre, si on va dans un 2,5 avec des gens, des fois, qui n'ont pas la possibilité d'installer un climatiseur, des gens qui n'ont pas la possibilité de sortir de la ville, des gens qui ne sont pas nécessairement en bonne santé, une personne qui a une maladie chronique va avoir de la difficulté, par exemple, une maladie respiratoire, va avoir de la difficulté à subir ces temps de canicule-là, puis va vivre beaucoup de souffrance et d'isolement nécessairement à cause de ça. Donc, oui, il y a des grandes inégalités. Je ne sais pas si vous avez envie d'ajouter oui, puis c'est ça, c'est un peu une inégalité historique, c'est-à-dire ça va avec le développement, l'histoire des quartiers, comment la ville s'est développée. À Québec, j'apprendrai à personne qu'à la Haute-Ville a toujours été plus favorisée avec des personnes avec des meilleurs revenus, des plus grands terrains, plus d'investissements au niveau des aménagements,
plus d'investissements au niveau du verdissement. On a aussi des parcs patrimoniaux qui ont été conservés pour des raisons historiques, mais évidemment qui aident également à mitiger les îlots de chaleur dans la Haute-Ville. Tous ces aspects-là sont plus difficilement applicables au secteur basse-ville, où c'était des quartiers populaires avec une densité plus grande, densité au sol, non pas densité de population nécessairement, mais densité au sol, beaucoup moins de place pour le verdissement, moins de place pour les arbres, des constructions souvent de moins bonne qualité, moins bien isolées. Donc, cette inégalité-là vient de loin. Là. C'est profondément... Ça fait pas 2 ans que c'est de même. Non. Oui. Puis c'est pas non plus par négligence. C'est-à-dire que je pense qu'avec les années, les différents gouvernements au niveau municipal, puis on voit la différence, là. Même moi, depuis que je suis à Québec, c'est le jour et la nuit, là, Saint-Roch aujourd'hui et Saint-Roch quand j'ai commencé l'université. Il y a vraiment des efforts qui se font, mais étant donné que c'est des cicatrices profondes, ben, c'est plus difficile de ramener une équité entre l'aménagement de la basse-ville et de la haute-ville. Bien, parlons-en là, de l'aménagement du territoire, hein, parce que ça, on s'enligne un peu vers ça à travers cette discussion-là. J'imagine que vous pensez très souvent, tous les deux dans vos rôles respectifs, à comment on peut créer un environnement urbain plus sain, plus résilient. Comment ça se matérialise, ça, de faire ça, Stéphane? Je ne suis pas en train de te dire c'est quoi la grande solution. Là, l'architecte qui est au centre du processus d'à peu près tout projet, un peu vers le haut de la pyramide, mais au-dessus de lui, il y a tout le temps les autorités, la réglementation municipale à respecter et son client, évidemment. Ça fait que de pouvoir agir sur ces problématiques-là, ça ne se fait pas tout seul. On peut y réfléchir, mais ça concerne vraiment l'aspect réglementaire, l'aspect zonage des villes et la bonne volonté des clients pour améliorer ces conditions-là. Une fois que toutes ces conditions-là sont là, ben oui, c'est possible de faire quelque chose en minimisant le nombre de stationnements, en favorisant le transport actif, en augmentant les aires vertes, en utilisant des matériaux avec une plus grande albédo, ce qui veut dire un haut taux de réflexion, des bâtiments réfléchissants plus que des bâtiments noirs qui absorbent les rayons solaires. En architecture, ces dernières années, on a vu beaucoup de bâtiments très foncés, noirs. Bon, c'est beau, c'est élégant. Oui, mais ça n'aide pas à combattre les îlots de chaleur. C'est le genre de choix que nous, on peut influencer les clients et les autorités de manière à éviter ces différentes problématiques-là. Mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut être appuyé par une réglementation qui favorise ça et des promoteurs, des clients qui souhaitent le régler. Un exemple assez simple, il y a quelques années, on avait la possibilité de mettre des stationnements petites voitures dans les stationnements, un certain pourcentage, ce qui diminuait la surface des stationnements. Aujourd'hui, c'est défendu. Aujourd'hui, tu peux stationner un F-150 partout, sans difficulté. Pourquoi c'est pas le contraire? Pourquoi c'est pas des stationnements qui sont toutes faits pour les petites voitures avec un léger pourcentage pour accommoder ceux qui ont des très grosses voitures? Fait que, tu sais, des fois, c'est juste de prendre le problème de l'autre côté. Je comprends. Et Marie-Noëlle, du côté des populations, je vais dire les populations plus vulnérables, parce qu'évidemment, c'est plus au centre de l'action qui est faite dans la lutte aux inégalités sociales. Dans ton rôle à l'Engrenage Saint-Roch, il y a des impacts de ça, mais comment on peut aménager des solutions, tu sais? C'est pas si simple que ça, parce que c'est bien là, tout ce que Stéphane vient de nous partager, mais comme tu évoquais précédemment, il y a des gens qui sont juste pris chez eux dans un 1,5 où est-ce qu'il n'y a pas de climatisation, puis ils n'ont pas les moyens de changer de place, même si on aménage d'autres choses. Oui, puis en fait, il y a des pouvoirs qu'on a, puis il y a des pouvoirs qu'on doit gagner en changeant les politiques publiques. C'est toujours de faire un aller-retour entre des actions locales à court terme, mais aussi un travail à plus long terme pour savoir où est-ce qu'on veut s'en aller. À l'Engrenage, on travaille vraiment avec la communauté à partir de ses besoins exprimés, à partir de ses visions, de ses rêves, pour voir qu'est-ce qu'on peut aller améliorer dans le quartier. Concrètement, qu'est-ce qui peut se passer? Bien, c'est, par exemple, un comité citoyen, des voisines qui se sont mis ensemble puis qui ont, avec notre soutien, transformé un stationnement en parc de quartier, vraiment parc de proximité, avec le soutien puis la collaboration de la ville. Fait que ça a été vraiment un travail qui a été fait. Puis concrètement, après, ce qui s'y vit, c'est merveilleux. C'est autant
des ateliers avec les enfants pour identifier les végétaux, c'est autant la culture de fines herbes qui profite à tout le monde, c'est une vie de quartier qui est plus riche dans la mixité qui est cet endroit-là. Une autre fois, on a déminéralisé une cour d'un HLM avec les gens. Donc, on leur a demandé, vous, qu'est-ce que vous voyez? Fait qu'on a mis des plantes qui aimaient cuisiner, des personnes issues de l'immigration. Donc, maintenant, plutôt que d'avoir leur logement, bien, ils ont en plus un petit espace de culture où est-ce qu'ils se croisent. Fait que, tu sais, c'est de voir comment on peut penser autrement nos quartiers pour se les approprier, pour les verdir, les rendre plus sains, multiplier les îlots de fraîcheur. Puis, en parallèle, comment on peut aussi travailler plus fondamentalement dans les causes de ce réchauffement-là, parce qu'à quelque part, dans ce que je nomme, c'est beaucoup de s'adapter au changement climatique, mais derrière ça, il y a aussi un fonctionnement social qui, depuis 150 ans, épuise finalement la planète. On est vraiment dans un mode de vie très axé sur la consommation, la production. Bien, tout ça, l'énergie que ça prend pour produire, pour déplacer, bien, ça finit par créer ces îlots-là de chaleur, par amener des grands bouleversements climatiques. Fait que, oui, s'adapter localement, mais aussi, il faut se remettre en question puis changer notre façon de vivre ensemble, là. Bien, prenons-le, là, si on monte l'hélicoptère un peu, là, puis allons-y vers un plus grand concept. Là. Qu'est-ce que c'est la justice sociale et climatique, si je vous le demande? Marie-Noëlle, ça fait un lien avec ce que tu disais, mais je vais demander à Stéphane aussi sa vision de ça. Qu'est-ce que c'est ça, la justice climatique et sociale? Bien, moi, j'ai l'impression que c'est ce nouveau monde-là qu'on doit construire, cette nouvelle façon de vivre ensemble qui va prendre en compte la réalité des autres, les parcours de vie, une volonté d'être égalitaire, plus égalitaire dans notre façon de vivre ensemble et de traiter le territoire avec une sensibilité puis une vision plus responsable, finalement, parce que c'est ce qu'on a de plus précieux à partager, ce territoire-là. Fait que, oui, à l'Engrenage, on travaille vraiment dans une perspective de transition sociale et écologique. Fait qu'on inscrit notre action dans ce monde-là à construire sur des nouvelles bases à partir de... Tu sais, je le dis pas un sanglot dans la voix là, quand je parle de changer notre... C'est beau ce qu'on a à vivre ensemble, puis les changements qu'on a à faire maintenant sont porteurs, sont positifs, beaucoup plus que les sacrifices qu'on va devoir faire si on ne fait rien et que certaines personnes font déjà en raison de grands bouleversements climatiques, là. Fait que, tu sais, c'est ça, finalement, c'est de prendre en compte aussi dans le changement l'impact sur les inégalités. Là, je suis peut-être trop abstraite, je vais plus concrète. Mettons, on parle souvent de circuits courts dans la façon de consommer l'alimentation, la production, circuits courts. Sauf que les biens qui sont produits localement sont souvent pas accessibles aux personnes en situation de pauvreté. C'est quoi ce circuit court? Donc, juste pour les gens qui sont à l'écoute, qui entendent ça pour la première fois, ça veut dire quoi, ce circuit l'achat court? local. Voilà. Okay. Surtout dans la belle saison des fruits et des légumes, là, c'est donc bien le fun de consommer des choses qui sont produites autour, mais parfois, c'est plus cher. Fait qu'il y a des projets qui sont mis en place, par exemple, par le Filon à Lévis ou dans Saint-Roch, par le marché Croque-Saint-Roch, qui vont vraiment rendre accessibles les fruits et légumes aux gens qui ont un moins grand revenu. Bien, aussi, on doit repenser peut-être le partage des richesses pour assurer un meilleur revenu pour tout le monde, mais c'est un exemple concret de, OK, oui, il faut acheter localement, mais que tout le monde puisse acheter localement. Il faut assurer plus de transport actif collectif, mais il faut que ça soit accessible financièrement, il faut que l'information... Les bons gestes soient accessibles. Oui, c'est ça, il faut à tout le monde. Fait que c'est d'avoir à la fois la vision écologique, mais toujours sociale pour se demander, OK, est-ce que tout le monde y a accès? Puis tu ne peux pas régler ce genre de problème-là par une accumulation de micro-actions. C'est bien, c'est bénéfique, mais ça prend vraiment plus des changements structurels, une espèce de cohésion sociale qui fait ramer tout le monde dans le même sens. Je vois juste puis j'en parlerai pas tant parce qu'on est beaucoup impliqué sur le projet, mais des grands débats sur le tramway, quand tu regardes ça de manière objective, d'un côté environnemental et scientifique, les bienfaits sont évidents. Mais on a de la misère à avoir une adhésion à ce projet-là. En plus, c'est un projet qui rendrait, à mon avis, la ville beaucoup plus équitable parce que le transport plus facile pour tout le monde, plus facile pour une recherche d'emploi, plus facile pour un paquet de choses, mais on a de la misère à avoir cette cohésion-là puis que tout le monde aille dans le même sens. Je prenais l'exemple des stationnements tantôt. Si on dit aux gens, c'est fini,
la norme de stationnement, maintenant, c'est la norme de stationnement petite voiture. On en diminue le nombre en plus. Il va y avoir un tollé, c'est certain, Ben oui. mais dans les faits, c'est ce qu'il faudrait faire. Fait que c'est vraiment... toutes les petites actions ne sont pas à négliger, mais uniquement des petites actions ponctuelles ne réussiront pas à changer vraiment cette problématique-là s'il n'y a pas de changement structurel par rapport à comment on aménage notre territoire. Bien, si je reviens ça de bord, parce que j'entends bien tout ce qui est dit, mais tu sais, on a parlé des rôles des architectes, des urbanistes, des décideurs publics. Donc, ce que tu nous évoques là, c'est assez clair, hein, des changements vraiment structurels. Mais quand même, c'est quoi les moyens qu'on a, plus je dirais plus pour l'atténuation des inégalités climatiques là, Oui. au quotidien. Là. Je comprends que les changements structurels, ça en prend pour Oui. améliorer notre situation globale, mais comment on peut mieux accompagner notre communauté? Comment on peut faire ça? Oui, comme individu, mais même comme organisation. Je pense aux gens qui sont à l'écoute du podcast et disent, bon, ben écoute, il n'y a rien à faire avec ça. Tabarouette, je peux pas... je fais mon recyclage, là. Mais allons plus sur les inégalités climatiques parce que après ça, on fait quoi là, par rapport à la personne qui est dans son 1,5 qui ne peut pas sortir puis qui n'a pas de climatisation? Bien, déjà, c'est d'aménager l'ensemble des espaces publics pour tout le monde, c'est-à-dire non pas pour seulement une élite, pas seulement pour un type de clientèle, élite, c'est un bien grand mot, là, mais vraiment des espaces publics invitants pour tous, accessibles à tous, puis où tout le monde se sent bien accueilli, parce que souvent, ces espaces publics-là sont des endroits où tu peux trouver un peu de fraîcheur et de réconfort par certains aménagements relativement simples. Là. C'est trouver de l'ombre, c'est pas si compliqué. Dans certains endroits, oui, mais dans les parcs, non. Donc, c'est ça, des environnements le plus accueillants pour tous. Mais la chaleur, c'est pas facile. Tu sais, l'hiver, là, t'as froid, tu te mets un chandail. Bon, tu te mets une couverte. Mais à un moment donné, la chaleur, il y a une limite à ce que tu peux enlever. Oui, Tu sais, mais c'est vrai. la chaleur, c'est vraiment plus compliqué à combattre que le froid. C'est pas une problématique facile à régler. Je pense que le confort urbain devrait être un droit, mais un gros devrait parce que la problématique est complexe. Puis ça demande vraiment des petits efforts et de grands efforts. Marie-Noël, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour mieux accompagner notre communauté sur les inégalités climatiques? Oui, mais j'écoutais, puis effectivement, l'année dernière, aux Journées annuelles de santé publique, j'écoutais une conférence de Martin Lavoie, qui est directeur adjoint de santé publique en Colombie-Britannique. Puis, il parlait de leur crise de 2021, la canicule où il faisait près de 50 degrés, 130 morts à Vancouver, l'asphalte fondait tellement qu'il faisait chaud. Puis là, c'est comme, c'est important ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis il y a aussi, oui, des îlots de fraîcheur où aller se déposer, l'accès à l'eau. Oui. Moi, ça m'a frappé, entre autres, les personnes en situation d'itinérance, comment c'est un combat de chaque jour d'avoir accès à de l'eau. Ça, c'est quelque chose auquel il faut que les villes pensent davantage aussi. C'est vrai que ça peut avoir l'air gros quand on se dit... Si on cherche une solution magique, là, c'est très gros. Fait qu'on se dit, je ferai rien d'abord. Mais si on travaille à nourrir cette culture-là, parce que je pense que c'est un mouvement, puis plus on est à le faire, plus ça va être facile aussi. Une fois que la marche est lancée, bien, on embarque dans le pas. Puis il y a plein d'échelles d'action possibles. Autant, tu as nommé le recyclage. Mais oui, il y a des choses qu'on peut faire à la maison. Évidemment, ça reste limité, l'impact des actions individuelles, mais elles sont importantes aussi. Ils font partie de cette culture-là à construire. Puis, il y a les gestes, donc réduire les déchets, la consommation, revoir les modes de transport, mais aussi être capable de se remettre en question. C'est quoi mes résistances face au changement, mes résistances face au meilleur partage des richesses, d'aller comme y aller sincèrement. Après ça, à l'échelle de la communauté, c'est quoi les projets auxquels je peux contribuer dans mon milieu de travail, dans ma communauté, qui font une différence? Avec des voisines, on a mis des bacs dans la rue, on a planté des fleurs. Ça a l'air banal, mais ça participe du changement. Puis oui, aussi à l'échelle plus sociale, de se questionner. Quel projet politique auquel j'adhère? C'est quoi les politiques que je soutiens? Le tramway, c'est vrai que ça en est presque ridicule de voir à quel point c'est compliqué alors que c'est tellement évident qu'il faut aller vers des transports collectifs. Mais peut-être se questionner, sont où mes résistances? Pourquoi donc? Et à l'inverse,
comment j'appuie les projets qui font une différence? Quel est mon... Je pense qu'il y a eu un mouvement autour de l'appui du tramway, puis je pense que ça a été important pour rappeler que non, il n'y a pas juste des opposants, il y a des gens qui l'appuient, ce projet-là. Fait que l'échelle d'action, elle est multiple, puis c'est à chaque personne de voir comment elle peut agir. Puis des fois, on manque de temps, mais dans ce temps-là, on peut soutenir financièrement aussi des projets. S'entraide est une belle option, d'ailleurs. Même la tolérance à la chaleur favorise l'équité parce que plus tu climatises un espace, plus tu rejettes de la chaleur dans ton environnement. Donc, si quelqu'un ou une institution, un édifice à bureau climatise à 21, bien, il dégage beaucoup plus de chaleur dehors que s'il climatise à 23 ou à 24, ce qui est encore confortable. Ça fait que c'est toute une accumulation de plein de choses qui fait qu'on peut penser améliorer les choses. On arrive maintenant à la partie petit exercice de notre émission. Donc là, je vais vous énoncer des affirmations qui sont en lien avec notre discussion, bien évidemment, mais vous allez pouvoir répondre juste vrai ou faux. Ça va être dur, je vous le dis, vous êtes des gens pleins de nuances avec beaucoup de choses à nous partager, mais là, l'exercice, c'est vraiment juste vrai ou faux. Après ça, on va revenir sur certains énoncés, puis on pourra, bien oui, c'est ça, on pourra. Donc, vous répondez vrai ou faux. OK? Alors, on va commencer par Stéphane, mais vous répondez tous les deux à chaque affirmation. Donc, la première. Les personnes en situation de pauvreté ne se préoccupent pas de l'environnement. Vrai? Faux. Faux. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau face au changement climatique. Faux. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Mais faux. On s'expliquera. C'est pas grave, on reviendra. Vrai. Ouais. On en fait assez individuellement. Faux. Faux. La prise de conscience de la population face au bouleversement climatique est aujourd'hui suffisante. Faux. Faux. Et on a des mots. De plus en plus vrai, mais faux. Nous sommes toutes et tous impactés de la même façon par les changements climatiques. Faux. Faux. L'éco-anxiété, c'est assez connu aujourd'hui. Faux. C'est ressenti, mais connu, je ne suis pas sûr. Faux. Vrai ou faux? Faux. Excuse. Faux. La migration environnementale et climatique, c'est pas encore pour maintenant. Faux. Certains effets du dérèglement climatique sont d'ores et déjà irréversibles. Vrai. Vrai. Et finalement, lutter contre le réchauffement climatique réduit forcément les inégalités sociales. Faux. OK, c'est très intéressant, très intéressant. On va revenir à la dernière, vous avez mais pas tout de suite. La prise de conscience de la population face au bouleversement climatique est aujourd'hui suffisante. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est parce qu'à un moment donné, on se dit, bien là, on commence à en parler, on le sait qu'on ne peut pas tout faire. Tu sais, on en jasait tantôt, là, ça prend des décisions qui sont plus systémiques, etc. Stéphane? Ben, je pense qu'on n'en parlera jamais assez parce que le problème, je pense pas qu'il va être réglé de notre vivant. C'est qu'il faut en parler vraiment toujours. Il faut que ça devienne une préoccupation constante et quotidienne. C'est poche. J'aimerais ça parler d'autres choses, mais on n'a pas le choix. C'est comme un impératif. Bien, j'ajouterais, si je parle de ma propre expérience, j'ai pas toujours la conscience dans le piton. C'est souvent des prises de conscience successives. By the way, moi non plus. Oui, c'est ça. Non, il n'y a pas ça. C'est semblant qui est parfait ici Non, autour de non, cette pas du table-là. tout. C'est ça. Non, Fait que, tu sais, à la base, fait qu'on peut pas dire que tout le monde est conscient suffisamment des changements climatiques. Puis c'est qu'on n'est pas dans les bottines des autres non plus. Puis les gens qui les vivent déjà, les grands bouleversements, puis la migration associée, on n'est pas dans leur quotidien. Puis quand c'est loin de chez nous, bien souvent, on n'y pense pas assez souvent. Fait que non, la conscience Mais est pas assez élevée. je pense qu'on en est assez conscient. Mais je pense qu'on n'a pas le courage de faire ce qu'il faut pour adresser le problème. Je pense qu'on n'est pas tous prêts à réduire un petit peu nos habitudes ou réduire un peu notre niveau de confort pour favoriser la lutte au changement climatique. Fait que je ne suis pas sûr que c'est une question de conscience comme une question de courage. Je pense qu'on en est de plus en plus pas mal conscient. OK. De courage dans toutes les sphères. Là. Ben, oui, Ça, toutes, toutes les collectivement, étapes. individuellement. Tu sais, c'est moins difficile là, de jeter ta boîte de carton dans la poubelle quand ta récup est pleine que de sortir la récup dans la grosse poubelle dehors. Là. Tu sais, ça demande un effort, ça demande tout le temps un petit quelque chose de plus. Puis c'est ça.
J'ai un OK. petit peu de courage, un peu de vaillance, un peu toutes sortes de choses. Peut-être parce qu'on n'est pas encore assez impacté, mais ça va venir. Puis ça mène à l'autre où vous avez... c'était plus ou moins clair quand vous êtes arrivés. Vous avez fini par dire, je crois, faux tous les deux. Nous sommes toutes et tous dans le même bateau face au changement climatique. Ça me surprend que vous ayez dit faux. J'aurais pensé que vous diriez vrai. On va tout y goûter. Il y a sûrement une autre réflexion derrière ça pour que vous ayez dit faux, là. Je pense qu'on est dans le même groupe de bateaux. On est tous attachés avec une corde, mais on ne traverse pas le lac tous de la même façon. Là, Moi, je considère que je suis dans un beau paquebot qui va relativement bien, mais il y en a qui sont à côté, au bout d'une corde, d'une petite chaloupe. Fait que, en ce sens-là, on s'en va tous à la même place, on est tous sur le même lac, mais on ne le traverse pas tous de la même manière. Je comprends. C'est un peu le même esprit. Il y en a qui ont des vestes de sauvetage, d'autres qui n'en ont pas. Il y en a qui ont un yak pour s'en aller après, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Fait que c'est un peu ça l'esprit. Mais effectivement, qu'on est toutes, puis c'est pour ça l'hésitation, c'est qu'on est toutes dans quelque chose de global, mais avec des outils qui diffèrent. Puis dans l'énoncé, lutter contre le réchauffement climatique réduit forcément les inégalités sociales. C'est peut-être pas si simple que ça non plus. On est dans des concepts qui sont larges, là, puis c'est des choses qui sont compliquées, puis qui sont grandes, puis qui sont, oui, c'est des Everest, mais il faut s'y attaquer, on n'a pas le choix. Hein? On le disait d'entrée de jeu, le statu quo n'est pas acceptable, puis il n'est pas responsable présentement. Mais il faut faire des choix, puis qui ne nuisent pas aux populations vulnérables. C'est quoi les constats qu'on fait? Un exemple, mais c'est une caricature, là. Mais tu fais un parc dans un milieu urbain pour réduire les îlots de chaleur puis offrir des espaces verts au plus grand nombre, mais t'expropries dans le milieu d'un quartier défavorisé pour le faire. Encore une fois, c'est une caricature, mais un n'implique pas nécessairement l'autre. Je comprends. Un autre exemple, avec la dématérialisation des services. On souhaitait éliminer le papier, qui est un geste environnemental, Oui. mais il y a des gens qui n'ont pas accès à un ordinateur. Pendant qu'on a fait ça, on a exclu donc toute une partie de la population de toute l'information qu'on met en ligne seulement. Ces personnes-là, on les exclut. Fait qu'on a facilité la vie des gens pour qui c'était déjà facile, puis pour les gens pour qui c'était déjà compliqué, bien, on leur fait une jambette à tous les jours quand ils veulent voir un médecin, quand ils veulent aller voir un trajet de bus, quand ils veulent faire une demande d'assurance chômage. Fait qu'il y a des gestes qu'on peut poser pour réduire l'impact environnemental, mais là, il faut le contrebalancer parce que c'est une responsabilité, entre autres, des institutions publiques de rendre l'information accessible. Mais là, en ce moment, on n'en fait pas assez pour que les services téléphoniques et les services en personne Même les restent paiements, parce accessibles. que quand on pense aux personnes en situation d'itinérance, la carte de guichet, ils ne l'ont pas, là, ou même un paiement d'un transport collectif, ou est-ce que, c'est une app maintenant, c'est pas à vouloir être sans papier, à vouloir être le plus... Il faut analyser peut-être plus profondément la conséquence de nos actes ou de nos choix, puis adresser les différents problèmes que ça peut causer, par exemple ça. Y a-t-il d'autres affirmations là, sur lesquelles vous aimeriez revenir? Parce que c'était vraiment intéressant de vous voir, les gens qui écoutent le podcast version auditive seulement. Vous n'avez pas vu les visages, là, mais on aura des extraits sur YouTube à partager. C'était intéressant de vous voir réagir. Non, mais on sentait qu'il y avait des réflexions qu'il fallait qu'il y ait à toute vitesse. Ouais. C'est toutes les nuances, toujours, ou ce qu'on aurait envie d'expliquer. La première affirmation, là, toutes les personnes en situation de pauvreté ne s'intéressent pas à l'environnement. Les généralisations abusives. Souvent, on va mettre des gens dans un même paquet, mais on peut jamais. Il y a une diversité de personnes. Puis encore une fois, justement, en fin de semaine, j'étais au marché Croc-Saint-Roch, puis je parlais avec une dame, puis elle m'expliquait tout ce qu'elle fait dans son quotidien pour limiter. Puis c'est pourtant les personnes qui ont déjà le moins d'impact environnemental parce que non, ils n'en font pas de voyage à l'étranger, puis ils n'ont pas de voiture, puis leur vie se limite souvent à quelques kilomètres carrés, c'est des déplacements à pied. Fait que, en soi, déjà, ils ont peu d'impact pour plusieurs, et puis, de toute façon, on ne peut pas faire d'amalgame dans des façons de penser en fonction du revenu d'une personne. En effet. Pas du tout. Très intéressant. C'est un concept d'ailleurs qui est ressorti dans plusieurs autres épisodes sur d'autres sujets, d'arrêter de croire que le revenu d'une personne définit tout ce qu'elle est. Donc, ça inclut même la lutte au changement climatique. C'est très intéressant. On se dirige déjà tranquillement vers la fin de notre émission.
Mais avant ça, je vous propose un petit rituel. On vous demande si vous avez des recommandations à donner pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, puis qui veulent aller plus loin. Des gens probablement qui nous écoutent, qui sont déjà très sensibilisés, puis qui comprennent les inégalités qui sont liées aux enjeux climatiques. Mais ça peut être un livre, un film, il y en a d'autres qui veulent s'intéresser plus à la question. Alors, n'importe quoi qui pourrait vous venir à l'esprit, vous pourriez recommander. Je commencerai par Stéphane. Bien, tu sais, c'est sûr que là, on m'avait posé la question d'avance, puis il y a un paquet de séries qui me sont venues à l'esprit, quelques livres, mais je pense pas que le secret est là. Je pense que le secret est plus global, d'essayer de rester curieux et d'écouter la science plus que ce que tu penses ou ce qu'on m'a dit ou ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc, curiosité, essayer de rester objectif. Faire confiance à la science. Et oui, évidemment, faire confiance à la science. Très intéressant. Marie-Noël? Moi aussi, je n'irai pas dans les lectures parce que... Puis je vais plutôt rebondir sur quelque chose que Stéphane a dit tout à l'heure. Il a parlé de courage. Puis je pense que, oui, je suis d'accord. Puis quand c'est le fun d'être courageux, courageuse. Tout de suite, en parlant, on dirait que ça réveille en nous une force. On est capable de faire plein de choses dans la vie, puis de réveiller le courage, puis d'oser, même si on ne sait pas toujours si c'est le bon chemin, mais d'essayer des choses, de se remettre en question, puis d'y aller avec audace, finalement, dans ces actions-là à venir. Ça serait ça, je pense. Essayer de faire des gestes courageux le plus souvent possible. Genre se partir un jardin comme moi, mais pas trop le réussir. Mais au moins, j'ai le courage de l'essayer. Tu l'as essayé. Bien, moi, je vais y aller dans la recommandation d'un livre parce que je vais me permettre de faire une petite recommandation sur Du plomb dans les ailes. Et évidemment, Marie-Noël, il a même grandement participé. À l'époque, elle était avec l'équipe de Centraide, mais c'est un livre qui traite des inégalités sociales. Puis on a un chapitre sur les inégalités face au changement climatique. C'est enrichissement, c'est ludique, c'est facile à lire, c'est simple, puis c'est superbement illustré aussi. C'est disponible aux éditions Septentrion, mais si vous vous abonnez à l'infolette de Centraide, vous allez en recevoir un exemplaire numérique gratuitement. Alors, c'est une bonne idée de le faire. J'aime bien les illustrations. Oui, vraiment, là, on est très, très fiers de cette publication-là. Donc, voilà, vous ne serez pas déçus. Un grand merci à vous deux d'avoir pris ce temps-là avec passion, avec verve, mais avec recul et profondeur aussi. Vraiment, j'apprécie beaucoup, beaucoup. Je suis certaine que les gens qui vont nous écouter aussi vont apprécier beaucoup. Merci, Marie-Noël. Merci à vous autres pour l'invitation. Merci, Stéphane. Ben, merci de l'invitation parce que j'ai trouvé que c'était une bonne occasion d'y réfléchir. Ce que beaucoup de monde devrait faire, mais vous ne pouvez pas inviter tout le monde. Non, mais on espère qu'on a lancé cette réflexion-là ou on a fait avancer les personnes qui avaient déjà entamé la réflexion. Merci à vous qui nous avez écoutés Causer social. Merci à toutes les personnes qui ont rendu cette émission et cette discussion-là possible. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. C'est Isabelle Genet. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode de On Cause social. Votre présence est discrète, votre impact est concret. Centraide aide 225 organismes.